Alors, capsule de révision sur le chapitre lentilles minces et chromatographie sur couche mince. Concernant les lentilles minces, ce qu'on doit savoir, c'est où est-ce qu'on trouve ce type de lentilles. On les trouve dans plusieurs instruments comme des loupes, des lunettes de vue, des lunettes astronomiques, des vidéoprojecteurs ou des appareils photo numériques. Et ces lentilles sont constituées de matériaux généralement transparents, ça peut être du verre, du plexiglas, mais dont l'une des faces n'est pas parallèle. C'est-à-dire qu'on peut avoir une face plane, comme c'est le cas ici par exemple, et une face plus ou moins curvée vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Ce type de lentilles, où on a les bords minces et le centre épais, correspondent à des lentilles dites convergentes. Ça se représente par un trait vertical avec deux flèches orientées vers l'extérieur. D'un autre côté, on peut avoir des lentilles dites concaves, qu'on appellera des lentilles divergentes avec des bords épais et un centre très fin. On peut avoir grâce à ces lentilles des images qui peuvent être réelles ou virtuelles, droites ou renversées, ou alors des images plus petites ou plus grandes que l'objet. Qu'est-ce qui caractérise ces lentilles? C'est leur foyer, le point F', foyer image, et ce foyer F' correspond au point de convergence des différents rayons lumineux, et ce point F' permet de déterminer une distance, qu'on appellera la distance focale entre la lentille et ce point de convergence. Plus la distance focale sera grande, moins la lentille sera convergente. Plus la distance focale sera petite, plus la lentille sera convergente. Cette distance focale se note F', mais correspond à la distance du point O au point F'. Pour certaines lentilles, on note aussi ce qu'on appelle la vergence. La vergence se note C est égale à 1 sur la distance focale, F'. Alors la vergence se mesure, on vous dit, en dioptrie, c'est une unité de la vergence, et ça veut dire que du coup la distance focale, elle s'exprimera à ce moment-là en mètres, puisque c'est l'unité légale. Ce qui fait que du coup, pour déterminer une distance focale, si on connaît la vergence, on peut en déduire que F' égale 1 sur C. Si par exemple C est égal à 10 dioptries, on aura 1 sur 10, ce qui veut dire que F' égale 0,1. Alors l'unité, on vient de dire que c'était des mètres. Donc si on doit mettre la distance focale en centimètres, 0,1 mètre me donnera 10 cm. Voilà comment on peut déterminer la distance focale d'une lentille. Ensuite, les lentilles minces convergentes permettent d'avoir une image d'un objet, et c'est associé à chaque point de l'objet, on a un point image. C'est-à-dire que ce point-là va donner un point image de l'autre côté, etc. Chaque point objet va avoir un point image correspondant de l'autre côté de la lentille. Donc le point image est toujours situé à droite pour que l'image soit réelle. L'objet est réel s'il est situé à gauche. Alors maintenant, comment faire pour obtenir l'image d'un objet? Pour obtenir l'image d'un objet, il faut connaître trois rayons particuliers. Alors je vous les montre. Le rayon qui part d'un objet, d'un point B par exemple, qui passe par le point O, qu'on appellera le centre optique de la lentille, ne sera jamais dévié. On a ici notre axe optique, et on voit bien que sur cet axe optique, on a deux points. Le point F', dont on a parlé tout à l'heure, le foyer image, et on a le point F, qui est donc le foyer objet, qui est symétrique du point F'. Alors maintenant, tout rayon qui passe par F ressort parallèle à l'axe optique. Et enfin, le troisième rayon en particulier, c'est le rayon qui est parallèle à l'axe optique et qui émerge en passant par le point F'. Grâce à ces rayons, on va pouvoir déterminer l'image d'un objet. Alors je prends l'objet AB par exemple. Donc il suffit de tracer deux rayons particuliers. Le rayon qui passe par O qui n'est pas dévié. On n'oublie pas de mettre les petites flèches avant et après la lentille à chaque fois qu'on trace un rayon. Et le rayon qui est parallèle à l'axe optique. On a dit qu'il passait par le point F'. Et on s'aperçoit que les deux rayons convergent en un point. Et ce point, qu'on appellera B', représente l'image d'où partent les rayons, le point B. On pourrait aussi de même tracer le rayon qui part de B, qui passe par F, comme ceci. Et on sait que ce rayon ressort parallèle à l'axe optique. Et donc va forcément croiser les deux autres rayons. Vous voyez, je veux dire, on n'oublie pas de tracer la petite flèche avant, la petite flèche après.
Et on a bien nos trois rayons qui convergent dans un même point B'. Comme le point A est situé sur l'axe optique, le point A', qui sera l'image du point A, sera aussi sur l'axe optique. Et ça nous permettra de déterminer à quelle distance se situe l'image de la lentille, qu'on appellera petit d ou OA'. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut en déduire plusieurs choses. On peut voir déjà que notre image est orientée vers le bas, alors que l'objet est orienté vers le haut. Donc A'B' est négatif, et donc opposé, inversé par rapport à AB. On voit aussi que l'image est plus loin que l'objet de la lentille. On voit aussi que l'image est plus grande que l'objet. On voit aussi que l'image est située à droite de la lentille, donc elle est réelle. Donc voilà tout ce que l'on peut dire sur les caractéristiques de l'image. Alors maintenant, si notre objet se situe très loin du point F, on sait que notre image sera réelle. Donc l'œil et l'appareil photo, pour la plupart des cas, on aura bien une image réelle, renversée et réduite, si l'objet est très très loin. Si l'objet se rapproche maintenant du point F, l'image, au lieu d'être réduite, elle sera agrandie, elle sera toujours inversée et elle sera toujours réelle. Et enfin, si notre objet se situe entre le point O et le point F', l'image sera située du coup de ce côté-là, donc à gauche, donc elle sera plus réelle, elle sera virtuelle, elle sera droite et elle sera agrandie comme on le voit sur le schéma ci-dessous. Alors quelle est la caractéristique d'une image? La caractéristique d'une image, c'est quoi? C'est en fait son grandissement. Alors le grandissement d'une image se note gamma est égal au rapport A'B' sur AB, qui est aussi égal à OA' sur OA. Alors comment est-ce qu'on peut justifier ça? On peut tout simplement dire que le rapport de la distance A'B' qui est là sur AB qui est là, d'après le théorème de Thalès, c'est aussi égal au rapport OA' qui est là sur OA qui est là. Donc ça, c'est ce que dit Thalès, c'est ce qui nous permet de déterminer le grandissement. Donc le grandissement, c'est un nombre sans unité, puisque OA' et OA sont en centimètres, A'B' et AB sont en centimètres, donc en fait le gamma est une grandeur sans unité. Alors ce gamma peut avoir plusieurs choses. Soit il est plus grand que 0, l'image est droite, soit il est négatif. C'est-à-dire que si l'image est renversée, elle est négative, l'objet est vers l'endroit, il est positif. Donc le rapport des deux est négatif, donc l'image est inversée. Si l'objet et l'image sont dans la même direction, le grandissement sera positif, l'image sera droite. Si maintenant le grandissement est supérieur à 1, l'image est agrandie. Si le grandissement est plus petit que 1, l'image sera plus petite que l'objet. Alors enfin, on peut faire le lien entre la lentille convergente et l'œil. Enfin plutôt le point commun entre l'appareil photo et l'œil. Alors un œil, c'est caractérisé par un œil réduit, c'est-à-dire qu'on va prendre uniquement les éléments importants de l'œil, que sont d'abord, ici on voit ici le cristallin, qui représente la lentille convergente, et qui dans l'appareil photo représente l'objectif. On va avoir nous ici, à l'arrière de l'œil, donc je précise que le cristallin permet de faire converger les rayons de lumière, et la rétine, qui est à l'arrière de l'œil, où le capteur ou la pellicule photo dans l'appareil photo va constituer ce qu'on appellera l'écran. Et l'écran, c'est là où va se former l'image finale. Et puis, devant l'œil, on a ce qu'on appelle l'iris. Et dans l'appareil photo, on a ce qu'on appelle ici le diaphragme. Donc le diaphragme va permettre de réguler la quantité de lumière qui rentre donc à travers la lentille. Alors maintenant, pour que l'image soit nette, il faut qu'elle se forme sur l'écran. Alors deux possibilités. Si l'œil en métrope est au repos, c'est-à-dire qu'il peut observer un objet situé très très loin à l'infini, et son image se formera sur le plan focal image. Si maintenant on observe un objet proche, les muscles ciliaires appuient sur le cristallin pour le rendre beaucoup plus convergent et permettre à un objet qui est proche de se reformer sur la rétine alors qu'au départ il n'était pas. C'est ce qu'on appellera l'accommodation. Pour l'appareil photo, c'est un peu la même chose. Par défaut, si l'objet est situé très 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 loin, l'image se forme dans le plan focal image, donc sur le capteur. Si maintenant l'objet est beaucoup plus proche, il faut faire ce qu'on appelle une mise au point.
Et pour faire une mise au point, la seule possibilité, on avait vu, c'était d'éloigner la lentille du capteur pour que l'image se reforme à nouveau sur le capteur. Voilà ce que ça peut donner. Donc si un objet est situé à l'infini, comme on le voit ici, les rayons arrivent parallèles et ils se croisent au point F', donc ce qui fait que l'image est confondue avec le point F'. Si l'objet arrive dans une autre direction, les rayons convergent en un même point, mais ce point appartient au plan focal image, comme on le voit ici. Par exemple, je vous ai représenté deux rayons qui arrivent parallèles, un qui passe par O qui n'est pas dévié, un qui passe par F, on a dit, qui ressort parallèle, et on voit bien que les deux rayons convergent en un point qui passe bien par le point F', donc l'image A', B' est confondue avec F'. Ça, c'est dans le cas d'un objet lointain. C'est-à-dire ici, si l'objet est lointain, il sera vu net directement sur la rétine. Si l'objet est proche, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir accommoder, et du coup la distance OF', on va être obligé de la réduire en appuyant sur les muscles ciliaires pour que l'image se reforme à nouveau sur la rétine. On passe à la chimie avec les mélanges et la chromatographie sur couche mince. On a deux types de mélanges, des mélanges homogènes, des mélanges hétérogènes. Alors des mélanges hétérogènes, ça peut être par exemple deux liquides non miscibles, comme l'eau et l'huile. On voit que l'huile se situe au-dessus de l'eau, ça veut dire que sa masse volumique est beaucoup plus faible que celle de l'eau. On peut avoir aussi un mélange hétérogène entre un solide et un liquide, par exemple de la terre avec de l'eau. Ou alors on peut avoir une solution saturée, c'est-à-dire du sel avec de l'eau, mais la quantité de sel n'est pas totalement dissoute dans l'eau, et on a une solution saturée, donc là à nouveau le mélange sera hétérogène. On aurait pu citer aussi de l'eau mélangée avec des bulles de gaz. Par exemple, si on prend une boisson gazeuse, on sait que dans une boisson gazeuse, on a un dégagement de CO2. On l'a vu avec le Coca-Cola. Donc en fait, le gaz ne se mélange pas à l'eau, puisqu'il fait des bulles dans l'eau. On pourra dire à ce moment-là que le mélange est bien hétérogène. Concernant un mélange homogène, on n'aura plus deux phases, mais une seule phase. Les deux liquides seront miscibles, alors que tout à l'heure ils étaient non miscibles. Un gaz qui se dissout dans un liquide correspond à une seule phase. On aura bien un mélange homogène. Ou alors un solide dissous dans un liquide, sans dépasser la limite de solubilité, correspondra aussi à un mélange homogène. Des tests à connaître, il y en a 4. Test d'identification de la présence d'eau. Il suffit de mettre un tout petit peu de sulfate de cuivre anhydre, qui est donc une poudre blanche sur par exemple une pomme ou un aliment. Et si cette poudre blanche se colore en bleu, c'est qu'on a la présence d'eau dans cet aliment, avec du sulfate de cuivre anhydre. Pour le dihydrogène, il suffit de passer une allumette au-dessus de ce gaz, et si on obtient une petite détonation, c'est bien la présence de dihydrogène. Pour le dioxygène, l'incandescence d'une baguette en bois sera vive au contact du dioxygène. C'est-à-dire que si on prend une bûchette qu'on éteint, on la remet au contact du dioxygène, la bûchette sera en flamme à nouveau. Et enfin le CO2. Le CO2 est détecté par l'eau de chaux qui se trouble à son contact. Et c'est donc ça donne une sorte de précipité blanc. Donc bien connaître les 4 tests pour identifier essentiellement des gaz. Enfin, dernier point, la chromatographie sur couche mince. Donc la chromatographie sur couche mince consiste à deux choses. Tout d'abord de séparer et d'identifier. C'est les deux rôles principaux d'une chromatographie sur couche mince, de séparer et d'identifier les constituants d'un mélange, mais essentiellement d'un mélange homogène. Alors pour ça, comment est-ce qu'on va procéder? On doit utiliser deux choses. Une phase fixe, comme vous l'avez ici, ça peut être une plaque de silice ou du papier dessin, sur laquelle on va tracer au crayon à papier un trait, qu'on appellera le front, la ligne des dépôts, sur laquelle on va venir déposer les prélèvements. Cette plaque de silice, généralement, on va la plonger ensuite dans un bécher. C'est ce qu'on appellera la cuve à élution. Et dans ce bécher, on va placer notre éluant. Donc l'éluant, c'est un liquide qui va faire migrer plus ou moins vite les tâches qui seront, les différents constituants du mélange. C'est-à-dire que l'éluant va faire migrer par capillarité les différents constituants d'un mélange. Donc ils vont migrer à différentes hauteurs sur cette plaque de silice. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette cuve à élution, on va la fermer avec une boîte de pétri par-dessus pour que le solvant, qui est généralement volatile, soit saturé en vapeur. Alors on va donc déposer différentes choses.
On va d'abord déposer la solution inconnue, le mélange, et on va faire un dépôt d'une solution authentique, d'un corps pur et d'un autre corps pur. Et puis on va laisser migrer. On va donc laisser éluer dans cette cuve à élution. Et à la fin de l'élution, on va tracer un trait qui correspondra au front du solvant. Et on sèche le papier, on sèche le support fixe, et on obtient notre résultat final qu'on appelle un chromatogramme. Alors soit les taches sont visibles, si elles ne sont pas visibles, on peut les révéler, on l'a vu avec une lampe ultraviolette. Alors comment est-ce qu'on interprète un chromatogramme? On a deux types de lecture. Une lecture verticale, comme ceci, et une lecture horizontale, comme ceci. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Je peux dire que sur les trois dépôts, le premier dépôt correspond bien à un mélange puisque j'ai trois taches sur la même hauteur. Le deuxième dépôt, une seule tache, donc je peux dire que le deuxième dépôt correspond à un corps pur. Le troisième dépôt, une seule tache, donc c'est aussi un corps pur. Donc voilà ce que je peux dire en lecture verticale. Maintenant en lecture horizontale, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que j'ai deux taches qui ont monté par capillarité à la même hauteur. Donc je peux donc considérer que ces deux taches correspondent au même produit. Donc ça veut dire que mon mélange contient bien le produit de référence qui est situé ici. De même pour les deux tâches suivantes. Les deux tâches sont au même niveau, donc je peux considérer que la tâche correspondante à mon mélange correspond bien au produit pur que j'ai rajouté à côté. Et donc j'en déduis que j'ai une troisième tâche que je n'ai pas pu identifier. Donc voilà un petit peu l'analyse de mon chromatogramme. Ensuite, ce que je peux demander, c'est calculer ce qu'on appellera le RF. Le RF, pour une tâche, qu'est-ce que c'est? C'est le rapport petite h sur grand H. Alors qu'est-ce que c'est que petit h, qu'est-ce que c'est que grand H? Petit h, on va prendre le milieu de la tâche ici. Si la tâche est large, on prend bien le milieu et on mesure le milieu de la tâche jusqu'à la ligne des dépôts. Ça nous donnera petit h en centimètres. Ensuite, on mesure bien la distance de la ligne des dépôts au front de l'éluant. Et là, on aura grand H en centimètres. Donc si on fait le rapport de la petite hauteur sur la grande hauteur, on aura forcément un nombre qui sera plus petit que 1. Et qui sera aussi, bien sûr, comme on divise des centimètres par des centimètres, sans unité. Donc voilà, on peut vous demander de mesurer n'importe quel RF pour n'importe quelle tâche. Donc voilà tout ce que vous devez savoir pour cette capsule de révision.